Bonsoir. Un billet pour Paris pour le docteur Garetta. L'avocat de l'ancien patron du CNTS confirme son retour, arrivé donc prévu demain matin en France. Et le docteur Garetta devrait s'exprimer pour la première fois devant des journalistes un peu avant l'embarquement ce soir donc à l'aéroport de Boston. Aujourd'hui, c'est le Conseil de l'Ordre qui a annoncé qu'il avait été radié à vie. En fait, la décision avait déjà été prise il y a plusieurs semaines. Clément Veyrena. C'est demain matin à 8h35 précise que Michel Garetta devrait arriver en France à l'aéroport de Roissy par le vol 036 de la compagnie américaine Northwest. Auparavant, Michel Garetta aura tenu une conférence de presse à l'aéroport de Boston, d'où il doit décoller cette nuit. C'est ce qu'a indiqué ce soir à Boston l'avocat de Michel Garetta, maître Xavier Charvet. Mon client n'a jamais été en fuite, il ne s'est jamais caché, a précisé maître Charvet. Michel Garetta, qui est encore pour quelques heures dans la villa de briques rouges de Boston, entend se constituer prisonnier dès son arrivée en France. Par ailleurs, on a appris ce matin que le Conseil de l'Ordre des médecins d'Île-de-France avait prononcé une radiation à vie à l'encontre du docteur Michel Garetta. Au procès de la catastrophe de la gare de Lyon, cette fois ce sont les familles des victimes qui sont venues apporter leur témoignage. Depuis le début des audiences, on avait surtout tenté de reconstituer le scénario précis de cette catastrophe. Après donc les questions sur la sécurité, ces débats plutôt techniques ont cédé la place à l'émotion et à la douleur. Compte rendu d'audience, Albert Ripamonti et Pierre Dick. Brisés par la douleur, monsieur et madame Calais n'ont pu balbutier que quelques mots devant le tribunal. Depuis le 27 juin 88, jour de la catastrophe, leur fille Nathalie est dans un fauteuil roulant. Invalide à 80%, elle a dû subir une soixantaine d'interventions chirurgicales. Aujourd'hui, sa vie est un calvaire, la leur aussi. Je crois que le cauchemar est trop fort pour pouvoir avoir un sentiment de haine. Je partais du principe que l'erreur est humaine, mais là il y a un peu trop d'erreurs. D'autres ont perdu un père, un frère, un fils. Autant de vies gâchées, d'existences à jamais anéanties. Ce que je vis depuis 4 ans, et j'attendais ce jour pour dire devant ce tribunal que la fin de mes jours, elle était vouée dans l'angoisse, dans le drame permanent. Et j'avais envie de dire vraiment, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et personne ne peut plus rien faire à ce mal. Demain, le procureur prendra ses réquisitions contre les 4 inculpés. Au terme du procès, les familles des victimes garderont la conviction que toutes les responsabilités n'ont pas été dégagées. Elles repartiront avec le sentiment d'une justice incomplète. Difficile de lancer une grève en Europe. Les syndicats en ont fait l'expérience aujourd'hui avec une première dans les chemins de fer. Le même mot d'ordre donc pour 12 pays sur le thème de la défense du service public. Un mouvement qui avait même été élargi à la Suisse. C'est en France que cette grève a été la plus suivie. Mais cette Europe syndicale est encore à plusieurs vitesses. Agnès Molinier. Aujourd'hui, les cheminots français et luxembourgeois, comme leurs collègues européens, étaient en grève. En Allemagne, les cheminots ont juste distribué des tracts. Ils n'ont pas le droit de faire grève pour autre chose que les salaires. Or, cette grève européenne a été lancée à l'appel des syndicats pour dire leur inquiétude face à la politique de la Commission de Bruxelles. Commission qui, par une directive, demande aux sociétés nationales de chemin de fer de rentabiliser leur réseau. Rentabiliser, les syndicats traduisent danger de privatisation. En France, les cheminots se sont mobilisés pour dire non. Il y a déjà des filialisations, il y a des restructurations qui nous montrent que l'entreprise est en train de se préparer à des privatisations de secteurs à l'entreprise, dans l'entreprise. Y compris qu'on n'écarte pas la possibilité de privatisation du TGV, par exemple. Il n'est pas envisagé ni de remettre en cause l'unité générale de l'entreprise, ni de remettre en cause son statut. En France, la grève a surtout touché le sud-est. Dans les autres pays, les arrêts furent plus symboliques pour le premier acte de l'Europe des syndicats. Politique, la gauche à la recherche d'un nouveau souffle au moment où Laurent Fabius colmate les brèches dans son parti et s'en prend notamment à tous ceux qui, dit-il, crachent dans la soupe. Des voix s'élèvent pour demander une recomposition. Des socialistes, mais aussi des écologistes ou des communistes plus ou moins dissidents. Reportage de Véronique Gorel et Philippe Basquin.
Souriants ou pensifs, les socialistes critiques ne désarment pas. Après les petites phrases cinglantes, l'heure est aux initiatives. Dernière en date, cet appel au rassemblement des forces de progrès. Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon, Jean Popren, à leur côté des écologistes, des communistes contestataires, au total une cinquantaine d'élus qui souhaitent rénover la gauche de l'extérieur. Nous ne croyons pas que la rénovation puisse maintenant partir des structures existantes. Nous ne les ignorons pas. Nous ne voulons pas les détruire, mais nous disons qu'elles n'ont plus l'énergie, la volonté, la dynamique pour construire. Tous s'en défendent, il ne s'agit pas de créer un front anti-Fabius. Mais pour tous ces socialistes critiques, c'est une certaine idée du PS qui a vécu. Le parti d'Épinay, c'était un couple entre un présidentiable et le Parti socialiste. C'était une stratégie, l'union de la gauche. Or, tout ceci est aujourd'hui caduque. Il faut travailler à la constitution de nouvelles convergences, de nouveaux développements, à une refondation de l'ensemble de nos éléments constitutifs de la gauche. La conviction des socialistes critiques est faite, peu importe la réaction des dirigeants en place, la reconstruction de la gauche est déjà à l'ordre du jour, pas question d'attendre les résultats des législatives. Le juge Bruguière est ce soir à Tripoli. Le magistrat chargé du dossier de l'attentat du DC-10 du TA a finalement donc réussi à se rendre pour la première fois en Libye. Les agents secrets de Kadhafi impliqués dans cette affaire sont toujours sous la menace d'une extradition. Une affaire qui avait même débouché il y a plusieurs mois sur le vote d'un embargo contre la Libye par les Nations Unies. Ce dossier n'avait pas beaucoup évolué ces dernières semaines. Les explications de Caroline Sins. 19 septembre 92, les familles des 170 victimes de l'attentat se recueillent au cimetière du Père-Lachaise. Cela fait 3 ans qu'elles attendent le jugement des auteurs de cet acte terroriste. Le juge Bruguière, ici à droite, a pourtant inculpé 4 Libyens, dont le beau-frère du colonel Kadhafi, de complicité d'assassinat. Tous travailleraient pour les services secrets libyens. Aujourd'hui, le juge Bruguière, officiellement en vacances, se trouve en fait en Libye. Il est accompagné par 4 agents de la DST et bénéficie d'une haute protection militaire. Il doit rencontrer son homologue libyen, le juge Mursi. Celui-ci aurait des pièces à conviction à lui remettre. Mais le juge Bruguière ne pourra pas entendre les 4 inculpés, il pourrait seulement entendre des témoins. Le juge ne rentrera pas non plus en France avec les inculpés, la loi libyenne interdisant leur extradition. Seule une comparution volontaire en France débloquerait la situation. Ce premier pas français vers la Libye fera-t-il avancer le dossier judiciaire ? Il pourrait en tout cas satisfaire certains diplomates désireux de renouer le dialogue avec la Libye sous embargo de l'ONU depuis 9 mois. Nouvelle violence en Casamance. Une trentaine de personnes ont été tuées dans cette région très touristique du sud du Sénégal, une région qui demande son indépendance. Cette fois, c'est un village de pêcheurs qui a été pris pour cible par un commando du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le terrible cortège des enfants du Soudan. Pour fuir la guerre civile, ils sont obligés de chercher refuge plus au sud, au Kenya. Des orphelins livrés à eux-mêmes. Le plus âgé n'a pas 17 ans. Ils sont plus de 10 000 qui ont marché ainsi des jours et des jours. Image commentée par Morad Aïtabouche. L'exode est massif pour ces enfants. Des mômes qui n'ont plus aucune notion du temps. Depuis quand marchent-ils? L'amnésie semble collective. Les plus jeunes ne sont pas plus grands qu'une Kalachnikov. Les plus âgés ont à peine 17 ans. Abandonnés par leurs parents, ils fuient le bruit des bombes et des balles. Ils fuient la guerre qui sévit dans leur pays, le Soudan. Il y a quelques jours, ils sont arrivés ici, au nord du Kenya, dans ce camp improvisé. Lorsque je rêve, dit cet enfant, je vois des morts partout. Lui a échappé à la mort. Attaqué par une hyène alors qu'il dormait, il a pu être sauvé in extremis. Dans le camp, la vie s'organise lentement. Ceux qui ont encore des forces ont de quoi s'occuper. Les autres attendent patiemment leur ration quotidienne de riz. Dans ce village, ils sont des milliers, peut-être 12 000. Les organismes humanitaires sont déjà débordés. L'armée israélienne engage une opération dans le sud Liban, dans la plaine de la Beka en Syrie. Et il faut remonter à 2 ans pour trouver une opération de cette ampleur. Depuis plusieurs jours, la tension était remontée dans toute la région après des attentats et des actions côté palestinien. Une violence au moment où le gouvernement d'Yitzhak Rabin tente de faire avancer les négociations pour la paix au Proche-Orient. Le commentaire de Joël Hazard. Une force blindée israélienne a pénétré aujourd'hui dans la zone tampon du Liban Sud. Il ne s'agit pour l'heure que de parer à toute nouvelle attaque du Hezbollah, affirme le commandement militaire israélien. Mais depuis hier, de part et d'autre de la frontière, c'est l'état de guerre.
À l'aube, une volée de roquettes Katyusha tirées depuis le sud Liban s'est abattue sur le nord de la Galilée. Un adolescent israélien de 14 ans, d'une famille d'émigrés russes, a été tué à Kiryat Shmona. D'autres roquettes tirées sur la zone tampon, 2 morts libanais. La situation à la frontière israélo-libanaise s'est brutalement dégradée dimanche, après un attentat qui a coûté la vie à 5 soldats israéliens en patrouille dans la bande de sécurité. L'armée israélienne a riposté en pilonnant les positions des milices pro-iraniennes et des bases palestiniennes. 16 heures de bombardement, sans compter 2 raids de l'aviation israélienne sur des bases d'entraînement dans la plaine de la Beka sous contrôle syrien. Israël accuse la Syrie de laisser faire les intégristes. Damas rejette la responsabilité sur l'occupant. Ce réchauffement du front du Liban Sud intervient à un moment critique dans les négociations de Washington. Les dernières propositions israéliennes de retrait partiel du Golan, jugées insuffisantes par la Syrie et le Liban. Le Canada en panne. Après le rejet de la nouvelle constitution, le pays n'a pas de solution de rechange. Plusieurs provinces ont voté non au référendum. Au Québec, on demandait plus et beaucoup s'interrogent toujours sur l'avenir de ce grand pays en pleine crise économique. Jean-Paul Giroir. Mine déconfite de Brian Mulroney, le Premier ministre du Canada. L'accord constitutionnel qu'il défendait a été fermement repoussé. Cette nuit, il n'a répondu à aucune question. La gorge serrée, il a tout juste exprimé quelques vœux pieux. Together we shall keep it strong and united. Thank you and may God bless you all. Merci et bonne nuit. Il est vrai que le refus du nouveau texte constitutionnel ne souffre aucune discussion. Le non atteint 54,6% des voix sur l'ensemble du pays. Il arrive en tête dans 6 des 10 provinces canadiennes. Le résultat le plus attendu était évidemment celui du Québec, qui a très nettement rejeté la nouvelle constitution. Hier, l'ambiance était à l'allégresse et à la revanche chez les militants indépendantistes du Parti québécois. À des peurs dont on nous disait constamment « ça marche au Québec ». Si on leur fait peur, ils voteront comme on veut. Ben ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, surtout pour Robert Bourassa, le Premier ministre québécois qui avait signé l'accord constitutionnel en août dernier. Ce texte prévoyait une nouvelle répartition des pouvoirs entre les autorités fédérales et les provinces, et surtout la reconnaissance du Québec comme société distincte. Un compromis qui a finalement été rejeté par tous. Les anglophones l'ont jugé trop favorable au Québec. Les Québécois, eux, l'ont trouvé insuffisant. La question de la souveraineté du Québec est donc de nouveau au cœur des préoccupations canadiennes. Jacques Parizeau, le leader des souverainistes québécois, a prévenu. Cette fois, on a dit ce qu'on ne voulait pas. La prochaine fois, on dira ce qu'on veut. L'ancien président tchécoslovaque Václav Havel, reçu aujourd'hui à Paris, mais élu après la révolution de velours, il avait dû abandonner son poste après la partition de son pays. Il a donc été admis aujourd'hui comme membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques. L'écrivain et dramaturge a parlé dans son discours de l'impatience et de la liberté. Ma grande erreur, a-t-il dit, a été de croire que le temps m'appartenait. Elle ne lui a pas dit qu'elle était séropositive et un homme porte plainte contre son ancienne compagne, une plainte pour empoisonnement. Et aujourd'hui, il est lui aussi atteint du sida. Jusqu'à aujourd'hui, aucun tribunal n'avait été confronté à un dossier de ce type, une affaire qui se déroule à Metz, en Lorraine. Reportage Christian Renif et Jean-Pierre Petit-Collat. Ce dossier est désormais entre les mains de la justice. C'est celui d'un jeune homme de 29 ans, aujourd'hui séropositif. Il aurait été infecté par sa compagne qui se savait sidéenne et qui le lui avait caché. Avec son avocate, il a décidé de porter plainte contre son ancien ami pour empoisonnement auprès du tribunal de grande instance de Metz avec constitution de partie civile et contre X pour non-assistance à personne en danger. C'est comme si, par exemple, je vous tendais un bonbon dans lequel j'ai mis une capsule de cyanure et que je vous laisse prendre ce bonbon. À partir de là, il y a empoisonnement. Nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé, qui savait exactement. Car il y a des personnes qui savaient et il y a des personnes qui se sont tues. Pour l'association Aide Lorraine de lutte contre le sida, l'infection par le virus HIV lors de rapports sexuels n'est pas imputable à une seule personne. Il s'agit avant tout d'une responsabilité réciproque. Cette notion de responsabilité réciproque commence déjà par une rencontre entre des adultes. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui pourra advenir un jour ou l'autre, une aventure ou autre. On a une libération des mœurs qui est assez importante. Et c'est un choix de qualité de couple, c'est une histoire de respect l'un par rapport à l'autre.
Selon certains spécialistes, il faudrait démontrer l'intentionnalité de nuire à son ou sa partenaire en cas d'infection, car le défaut de précaution ne serait pas condamnable pénalement. Puis lancement aujourd'hui d'une nouvelle campagne pour la contraception, une campagne qui s'adresse surtout aux adolescents. Et problème, parler franchement, mais ne pas choquer les parents. Une première version du spot télé a dû être abandonnée et c'est le Premier ministre en personne qui aurait demandé une version moins directe. Reportage Jean-François Bélanger et Josiane Zimanski. Alors je le vois ce soir. Ah ouais? Tu prends la pilule? Pas facile de faire une campagne d'information sur la contraception, surtout quand elle est destinée aux jeunes. 2 fois sur le métier, Véronique Neyertz aura dû remettre son ouvrage. Il est difficile de parler contraception sans parler sexe. Il est difficile de parler sexe sans heurter les sensibilités. Nous avons mis un certain temps à élaborer le message, justement parce que chacun a sa sensibilité et que les adultes ont beaucoup plus de mal à parler de la sexualité des jeunes, à admettre certaines réalités qui nous sont apparues dans le sondage de l'IFOP que j'ai fait réaliser au mois de décembre et qui montrent que les relations sexuelles sont beaucoup plus précoces que pour notre génération. En mai dernier, une campagne avait été mise sur pied, elle ne sera jamais diffusée. Jugée trop suggestive par le Premier ministre, elle est rangée dans les tiroirs et suscite encore aujourd'hui un certain malaise. Donc la campagne Mortenay du mois de mai, c'est définitivement enterré? La nouvelle publicité qui sera sur les ondes dès demain est jugée plus correcte. Véronique Neyertz s'est assurée des conseils d'une quinzaine d'intervenants, professeurs, parents d'élèves. La campagne d'information s'appuie sur la télé et le cinéma. Des brochures d'explications seront aussi distribuées dans les lycées. Et pour répondre aux questions, une permanence téléphonique. Pour en savoir plus, appelez le 40 01 26 27. Le cinéma maintenant et la sortie demain de L'Inconnu dans la maison avec Jean-Paul Belmondo. Depuis déjà pas mal de temps, l'acteur a laissé de côté ses rôles de flic ou de voyou et ses cascades en série. Ce film tourné par Georges Lautner s'inspire d'un roman de Georges Simenon. Une première version avait été tournée il y a 50 ans et c'était Rému à l'époque qui incarnait le rôle. Avant-première avec Michel Vial et Patrick Millerio. Il revient au cinéma 4 ans après l'itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch et 2 triomphes au théâtre, Keane et Cyrano. Mais quel retour! Pour Georges Lautner et un demi-siècle après Rému, dans le film fameux de Henri Decoing, Jean-Paul Belmondo incarne à son tour Maître L'Oursat, un personnage de Simenon, avocat haut en couleur, déchu et brillant, un vrai régal de comédien. C'est un homme, il est descendu, on ne peut pas aller plus bas, je crois, c'est pathétique, il est complètement en bas et il va remonter finalement à cause d'un crime, curieusement. Bon, il va y avoir un crime dans sa maison et comme sa fille va faire partie des suspects, il va s'occuper de ça. Et en même temps, si vous voulez, il y a un petit côté policier, puisqu'il lui-même va mener l'enquête pour savoir qui a fait ce crime dans sa maison. Je sais que tu me dis pas tout. D'où vous sortez ça, vous? Métier. Un peu de flair, 2 sous de camberge. Pas savoir. C'est le privilège de l'âge, c'est que vous pouvez attaquer justement des rôles qu'on ne voudrait pas vous voir faire à 30 ans ou à 35 ans, peu importe. Quand vous êtes le héros, quand vous êtes Zorro qui sauve tout le monde, on n'a pas envie d'un coup de vous voir par terre. Là, si vous voulez, à jouer, j'ai plusieurs choses. Hein. Je joue la déchéance, l'ivrogne, il y a l'ironie, il y a la tendresse et il y a le brio final. Donc, que demande un acteur? On ne peut pas trouver mieux. Vous avez tous menti depuis le début. Arrête, je t'en prie, tais-toi. Toi, ça m'a fait de la peine. Dans le fond, être comédien, ça permet de rester un enfant, d'être un peu hors du temps, de jouer. Vous avez dit la chose que j'allais vous dire, la plus belle chose qu'on fait, nous, on joue tout le temps. C'est la plus belle chose, on joue aux gendarmes et aux voleurs, on joue tout le temps. On ne sait pas quand on arrête de jouer, un acteur, c'est tout le temps en train de jouer. C'est formidable de se dire, on se lève le matin pour aller jouer. On va aller faire l'ivrogne, on va aller faire le gendarme, on va aller faire le voleur. C'est formidable, donc ça vous garde, ça garde la jeunesse. C'est-à-dire vous ne vous prenez pas au sérieux? Non, je crois que, vous savez, moi j'ai eu l'exemple de mon père qui était un très grand sculpteur et il se prenait vraiment pas au sérieux. J'ai vu un homme très simple tout le long de sa vie et ça nous a aidé aussi bien ma soeur, mon frère que moi, de voir ce grand artiste aussi simple. Donc aujourd'hui j'aurais honte d'avoir la grosse tête par rapport à lui. Hein.
Les derniers entretiens de Francis Bacon, le grand peintre britannique disparu il y a 6 mois, avait accepté de parler de son œuvre et de son travail devant une caméra. Il n'a accordé que très peu d'interviews tout au long de sa vie et il s'agit donc d'un véritable document. Francis Bacon, c'était aussi l'art de la provocation, un homme intransigeant et exigeant. Nicole Bappel nous présente des extraits de ce film. Presque de plus en plus impossible de parler vraiment de ma peinture. 3 années d'entretien, ses dernières paroles, 3 semaines avant sa mort. Bacon nie son œuvre, c'est carrément laid ce que je fais. Bacon avoue l'influence de Picasso sur 50 ans de création, mais Bacon rejette Picasso et les autres. Bacon a une exigence par rapport à lui et une exigence par rapport à autrui, et donc de ce fait, quelquefois une intransigeance. Il n'y a pas énormément de Picasso que j'aime. Je n'aime pas la plupart des cubistes, par exemple. Si on pense vraiment aux peintres surréalistes, je ne les aime pas. Je n'aime pas Dali ni Maxence même. Je n'aime pas les peintres. Ils ne m'intéressent pas vraiment. Moi, je n'ai pas aimé énormément Beckett non plus. J'ai entendu des choses de Boulez et ça, vous savez, ça m'a beaucoup intéressé. J'avais l'idée que c'était quelqu'un dans sa musique qui cherchait une autre façon d'enregistrer ses instincts, comme vous voulez dire. Jugements implacables, paradoxe d'un univers de torture et de convivialité. Il était dans un lieu assez privilégié, assez beau, mais par contre son lieu était complètement inconfortable. Et cette notion d'inconfortable est une chose importante, tant dans sa propre vie que dans son œuvre. Quand j'ai trop bu, je ne peux pas travailler. Non. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, mais moi je ne peux pas. Ça ne m'aide pas du tout. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais travailler dans le désordre est beaucoup plus facile que travailler dans l'ordre. Enfin, numéro exceptionnel ce soir de Faut pas rêver, le magazine présenté par Sylvain Augier qui fête sa 100e. Et parmi les 3 reportages proposés donc ce soir, l'histoire étonnante d'un voyage au centre de la Terre. Un extrait de ce document. L'endroit est désert, ou presque. Aucun étranger ne peut y pénétrer. Zone militaire. Tout au nord de l'ex-Union soviétique, voici le trou de Kola. 24 heures sur 24, depuis 22 ans, des hommes creusent le trou le plus profond du monde. 12 km 261 mètres. Un record. Sous vos yeux, pour la première fois, toute l'histoire de la Terre. Ce bout de roche est âgé de 2,5 milliards d'années. Un voyage au centre de la Terre qui ne fait que commencer. Si l'on compare la Terre avec une tête d'homme, le forage ne va pas plus loin que la racine de ses cheveux. Voilà donc dans Faut pas rêver ce soir, 21h35 et le soir sur la 3, 22h35, présenté bien sûr par Christine O'Krent. Dans un instant, résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée. Merci.